Votre émission La Réunion Léla. On est sur la conférence d'Émile, on est sur cette démarche citoyenne de plusieurs personnes, de plusieurs Réunionnais qui essayent de voir qu'est-ce qu'on peut proposer pour demain, pour la Réunion. Et ce genre de questions, souvent, on doit d'abord partir dans le passé, essayer de comprendre qui on est, qu'est-ce qui fait qu'on soit là. Et on va de nouveau poser, non pas la question sur qui ça nous l'est, mais aujourd'hui, qui on est vraiment. Qu'est-ce que cette génération, la génération qu'on aura avec qui on va aborder la question, un représentant bien sûr, voir comment il se voit, comment il se met dans le contexte régional, bien sûr de la Réunion, mais aussi de l'Indo-Océanie. On en parle dans la conférence, Émile. Éric Ismaël, bonsoir. Bonsoir, Jasmine. J'allais dire, cette génération-là, pas parce que c'est différent, mais parce que cette génération-là, elle est plus instruite, plus intelligente, beaucoup plus intelligent, si, intelligent. Après, comment on se sert de l'intelligence, c'est autre chose. On peut en parler. Je suis d'accord avec Éric Ismaël. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que on dit toujours que les adolescents ont l'impression que le monde leur appartient. Mais quel que soit l'être humain et quel que soit l'âge, on a cette prétention de croire que le monde nous appartient. Oui, bien sûr. Alors déjà, je ne prétends pas être le représentant d'une génération ni d'un peuple. Je peux juste parler de ma propre expérience. Et quand on peut parler d'histoire et comment, moi, je me suis reconnu en tant que Réunionnais. En fait, c'est arrivé très tard. Ça arrivait très tard et pourtant il y a eu quand même des éléments qui méritaient d'être relevés. Ce n'est qu'en troisième, avec une professeure de français, que j'ai appris le mot xénophobie. Ah ouais, xénophobie, tiens, un mot nouveau. Et puis elle l'a dit comme ça, il a fallu qu'on intervienne pour savoir ce que c'était que la xénophobie. Donc de xénophobie, on est passé à racisme, son cours est parti en sucette, parce que bien entendu, elle n'avait pas du tout prévu de parler de ça. Mais pour moi, étant réunionnais, j'avais du mal à comprendre qu'il puisse y avoir des oppositions qui soient liées à la couleur de peau, à la culture, alors que depuis mon enfance, j'avais à côté de moi un Arabe, un Chinois, un Malbar, tu vois. Donc cette perception des choses qui nous était amenée de l'extérieur, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas mon histoire. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Tu vois, on était toujours dans le cadre de l'institution française scolaire avec des programmes d'histoire qui étaient rédigés par Michelet. Alors, l'histoire des vainqueurs, quoi. Et papa avait des copains qui, par contre, faisaient le maloya. Mais c'était encore à l'époque où c'était interdit. Tu vois, donc on n'en parlait pas. Et puis la radio et télévision d'État n'en parlait certainement pas. On parlait dans un français très châtié à l'intérieur, pas question de parler le créole. Voilà, ce sont ces éléments-là qui, à un moment donné, mais beaucoup plus tard, m'ont fait dire quand même, il y a un affaire, elle est pas bon là quand même là. Tu vois, et donc je me suis intéressé à cette histoire de la Réunion et je me suis rendu compte qu'il y avait des écrits. Il y a des choses qui ont été faites par le Conseil général à l'époque. Il y a des historiens réunionnais, il y a Sudel Fuma, il y a Prosper Ève, et il y a aussi des historiens locaux, il y a même des historiens étrangers qui viennent pour étudier le marronnage. Est-ce qu'on se donne la peine, véritablement, chacun d'entre nous, de connaître notre histoire ? J'en suis pas certain. Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est parce qu'on n'a peut-être pas conscience qu'on est un peuple, issu de diverses origines, que ça soit d'Afrique, d'Asie, de Chine. Et c'est là où peut-être, l'élément de l'équation bloque. Parce que lorsqu'on dit, quand on regarde l'histoire de la Réunion, il y a d'abord les Blancs de métropole de France qui sont venus. Après, il y a eu donc les Malgaches. Il y a eu les femmes indo-portugaises. Donc, il y a eu après tous ces esclaves venus d'Afrique. On ne sait même pas de quel pays, mais venus d'Afrique.
Après, il va y avoir les engagés. Il y a tous ceux qui vont venir de leur plein gré sur cette île à qui... Le contrat est un peu pipé, mais bon. Voilà. Oui, ils sont à l'origine de leur plein gré. J'ai retrouvé une femme dont la mère était engagée dans les années 1920-1930. Elle venait de Rodrigue. Et donc, la maman venait de Rodrigue. Elle est née ici. Elle essaye de retrouver ses racines à Rodrigue. C'est là aussi, je me dis que... C'est pour ça que je voulais dire, c'est la génération que peut représenter Eric Ismaël. Est-ce quelle est son ambition? Parce que, je veux dire, comme j'avais dit avec Paul Mazzacca, c'est ces racines que parfois on ne connaît pas, ou on méconnaît. On ne sait pas qui on est. Et que cela génère des souffrances en nous. Et est-ce que la génération d'Eric Ismaël a fini par comprendre qui il est, d'où il vient, quelles sont ses racines, quels ont été les éléments qui composent aujourd'hui Eric Ismaël? Pas simple. Pas simple parce que on est, à La Réunion, on est vraiment un peuple extrêmement métissé. Même si, quand on regarde un arbre généalogique, on s'aperçoit qu'on est tous cousins. Mais on a chacun, à un moment donné, on dévie. Moi, ça vient d'Inde. D'accord, du côté paternel, et de France, du côté maternel. D'ailleurs, mon ancêtre faisait partie des 100 premiers réunionnais à La Réunion. Donc, tu vois, j'ai plus à prouver que je suis créole, quoi. Mais est-ce qu'on le revendique, ça? Pas obligatoirement. Et si on n'a pas fait un état des lieux de son histoire propre pour pouvoir se projeter dans l'avenir et décider de ce que l'on veut pour la Réunion, et en fait, il manquera toujours quelque chose à l'équation. Et on considérera comme tout à fait normal de prendre quelqu'un qui a des compétences et une certaine vision pour pouvoir régler nos problèmes, alors qu'en fait, cette personne n'est pas ancrée dans le tissu local. Oui, mais la question, encore une fois, c'est bien dans notre vision des choses. C'est dans notre vision. Et c'est là, sur ce que je disais, c'est là où nous avons un problème. Parce que c'est nous qui nous rabaissons. C'est nous qui nous mettons j'allais dire, de côté en disant que nous, on est à la marge. On n'est pas dans ce peuple-là. Et c'est ça qui a créé aussi j'allais dire, les différences entre certaines communautés et d'autres. Certaines communautés ont rabaissé d'autres communautés aussi. Il n'y a pas seulement du racisme, il y a aussi une volonté de créer une situation où, j'allais dire, je ne vais pas commander des castes, mais il y a une communauté qui va se sentir plus haute que d'autres, une autre moins. Et on le voit dans les souffrances de certains Réunionnais que l'évolution n'a pas mis tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est une question d'éducation. Si tu as un enfant et qu'à aucun moment donné, tu ne lui donnes de l'amour, de la confiance en lui, tu vas en faire un individu frustré et qui n'aura pas le courage d'affronter la vie. Certaines communautés, à La Réunion, ont cette assise personnelle qu'ils parlent avec autorité. Or, nous, on a notre passé où le plus souvent, on a appris à faire taire nos ancêtres et on est très réservé. Ce qui fait que cette prise de conscience de ce passé nous permet de dire tout compte fait, moi, elle est capable. Mais pour pouvoir se lever, écarter les épaules et dire ok, je vais faire, il y a un travail à faire. Parce que bien souvent, on a le savoir-faire et on n'a pas le savoir-être. Ce qui fait qu'on se met à l'écart, alors que quelqu'un d'autre qui aura le savoir-être sans avoir le savoir-faire va obtenir un poste. On a un gros travail de résilience à faire sur notre histoire, sur notre chemin de vie, sur notre éducation, pour qu'on puisse regarder les choses avec objectivité et prendre notre destin en main. Qu'est-ce qui explique que la plus grande partie de cette population n'est pas consciente justement de ce travail à mener, qu'on n'a pas enclenché cette démarche de se dire, tiens,
il serait temps qu'on regarde notre histoire en face, qu'on voit nos souffrances, qu'on voit les souffrances de nos ancêtres, qu'on essaye de se guérir de tout ça, parce que aujourd'hui, on parle de transgénérationnalité, on parle d'intergénérationnalité, on parle de ces souffrances qui se passent, qui se transmet de génération en génération, et finalement, à chaque fois, la génération ne fait que la douleur, les souffrances du passé ne fait qu'augmenter. Et à chaque fois, la génération qui hérite de ça, a du mal à s'en sortir. Là, on en arrive non pas à d'intelligence, comme tu parlais tout à l'heure, mais de culture et de prise de conscience. Il y a, maintenant c'est prouvé, des mémoires intergénérationnelles. Et ces douleurs diffuses qui sont dans la société ne sont pas obligatoirement explicitées par des mots. D'une part parce que le bagage lexical des personnes concernées ne permet pas de pouvoir exprimer cela. Et pourtant, ce sont les mots qui structurent la pensée. Donc, une certaine compétence lexicale, un certain intérêt pour la chose, une identification de ces douleurs, et à ce moment-là, on va commencer à pouvoir s'en sortir. Mais ce n'est pas le cas. Tu sais, quand ton réveil sonne le matin et que tu te lèves pour aller travailler et puis que tu rentres le soir, que tu es fatigué, qu'il y a les courses à faire, il y a les enfants à s'occuper, ça passe un peu au second plan. Sauf que c'est pourtant le socle qui nous permet justement d'avoir... C'est notre identité qui nous permet de nous épanouir. Le reste, en fait, ça n'est qu'accessoire. Mais on n'en a pas encore pris conscience. Alors, comment faire pour qu'il y ait une prise de conscience qui soit une prise de conscience à la rigueur collective et mesurée pour qu'on aille vraiment, j'allais dire, se guérir, mais non pas essayer de venger. Il n'est pas question de venger, effectivement, il faut se guérir. Quand j'étais enseignant et qu'il y avait un prof de l'IUFM qui a commencé à aborder le sujet de la laïcité, on a eu une discussion un peu houleuse. Non pas que je ne sois pas républicain, la question n'était pas là, mais la vision de la laïcité à la française ne correspond pas à la vision de la laïcité réunionnaise. Tu vois ? Ce qui fait que, dès le départ, notre perception des choses, et en plus c'est quelque chose pour lesquels on n'a pas obligatoirement échangé entre nous, hein, mais on sait très bien que le fait d'entendre le muezzin ou d'avoir une rue barrée parce que c'est un fête chinois, ça dérange qui ? Ça dérange qui ? Eh bien, si on s'en tient au texte véritablement, le fait d'avoir une femme voilée, ça gêne. Tu vois ? Donc, il faut qu'on trouve, nous, notre façon de vivre, mais pour ça, il faut qu'on affirme, que l'on dise, bon, ben voilà, chez nous, c'est comme ça, et puis, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, ce n'est pas un combat, en fait, c'est déjà une acceptation de qui ça nous l'est, pour pouvoir voir plus loin dans la vie. On est un modèle, on est un exemple. Mais quand on regarde aujourd'hui à la question qui ça nous l'est, on voit bien qu'il y a encore un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas répondu. Bien sûr. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui dans ce projet de la conférence des 1000, dans ce projet d'un peuple? Comment ce peuple doit d'abord se définir aujourd'hui? Mais vraiment se définir comme un peuple, et à la rigueur, quelles questions ce peuple doit aussi répondre? Alors déjà, dire que c'est un peuple, c'est pas évident pour tout le monde. Oui. Parce que généralement, on a tendance à penser qu'un peuple, ce sont des gens qui ont la même couleur de peau et puis la même façon de vivre. Non. Nous, ici, on voit bien que c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est un peuple? C'est déjà parce qu'on a une histoire commune. Alors, dans cette histoire, on n'avait pas tous les mêmes rôles. Non, bien sûr. Mais on a une histoire commune. Ouais. On a une langue commune. Ah ouais, mais cette langue-là, on ne la parle pas de la même manière dans les hauts, dans les bas, au Chaudron, à Saint-Louis. Et alors? On a aussi un mode de vie. Mais ce mode de vie, il n'est pas le même que l'on soit à Mafat ou à Marmaille-le-Port. Et n'empêche, dans cette diversité qui fait notre richesse, on est un peuple. On n'a pas la même couleur de peau,
On n'a pas obligatoirement la même vision des choses et pourtant on est un peuple. Et ça, on l'affirme parce que on le sent bien. Quand on saute la mer et que tu arrives quelque part, c'est là que tu commences à te rendre compte que tout compte fait, Tu appartiens à quelque que chose. tu appartiens à quelque chose, que les autres ne pensent pas comme toi. Ouais. Et quand tu entends quelqu'un qui cause du créole dans le métro, Tu es fier. ah, tu es fier, et puis là, tu causes tout de suite avec lui. Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec une vision commune de la vie. Alors, inévitablement, on commence tout de suite à moucater les gens qui passent en faisant la gueule, parce que nous, on est plein de soleil, on est plein de vie. Ouais. Tu vois? Donc, on est un peuple. On ne le sait pas. Maintenant, il faut qu'on en prenne conscience. Et ça me fait toujours sourire en pensant à l'alchimiste de Paul Coelho, de ce petit berger qui va sortir de l'Espagne, partir en Égypte pour savoir qu'il a un trésor Chez lui. chez lui. Il y avait Brassens qui disait déjà auprès de mon arbre, je vivais heureux. Ouais. Et il y a une chose qui me fait sourire, je veux dire, est-ce qu'il faudra que chaque Réunionnais parte au loin pour voir ce qu'il a à La Réunion? Moi, je pense que parfois c'est nécessaire pour certains. D'accord. Ouais. Il n'est pas exclu que on n'est pas enfermé dans l'océan Indien, hein. Mais il faut prendre conscience en fin de compte que cet océan, c'est un univers qui est devant nous et non pas une cage qui nous enferme. Certains ont besoin de partir pour prendre conscience de leur identité. D'autres découvrent leur identité parce que dans leur famille, dans leurs relations, dans leurs amis, ils se rendent compte de cette richesse-là. Mais beaucoup ont besoin de partir pour demander à maman d'envoyer du boucané. Oui. Alors qu'ils ne mangeaient pas ça ici, tu vois. Exactement. Et c'est ça qui à chaque fois me fait sourire. Je me dis, on a besoin d'aller loin pour voir toutes les richesses que nous avons sur cette île. Et comme on en parlait de boucané, mais je veux dire, ne serait-ce que de manger un tamarin, de manger un badamier, de manger un jamrose. Mais tu vois, on a un gros problème ici. Ouais. C'est que tout ce qui est local a une connotation négative. C'est lié- un affaire au regard, pas au mange pas. C'est lié à la misère. Ouais. Comme le mambolo, comme le fruit à pain, comme la patate, le manioc, la patate douce. Parce que avant, quand on n'avait pas les moyens, c'est ce qu'on mangeait. Et quand on a eu les moyens, on n'a plus voulu manger ça. Le mambolo, en plus, sent un peu fort. Le jack n'est pas forcément très joli à regarder. Donc, il y avait quand même... on a une posture où tout ce qu'on avait droit avant, parce qu'on n'avait pas d'argent, on avait ce qui nous permettait de vivre, on a tourné le dos. Il y a 40-50 ans, l'ouverture de la société de consommation a fait que les gens ne veulent plus pas entendre parler du fruit à pain, ne veulent plus entendre parler du manioc, du cambar, du songe. Alors qu'aujourd'hui, 40-50 ans après, il y a la génération qui arrive à 50 ans a une grande envie de retrouver. Mais exactement. Et c'est essentiel. Ouais. C'est essentiel pour plusieurs raisons. Alors, tu parles de ce rejet de notre culture là. Moi, j'ai vu des meubles en tamarin sur le bord de la route. Oui. Hein, parce que à l'intérieur, là, on était dans les années en 1975, donc il y avait le Formica qui était sorti. Oui, ah, le Formica, tu vois la super cuisine en Formica avec les pieds en inox qui vont rouiller dans 2 mois, mais bon, c'est pas grave. Mais c'était moderne, tu vois. Et donc on n'a pas conscience de la valeur de notre artisanat, de notre alimentation. Et les gens commencent à y revenir. On trouve aujourd'hui sur le marché forain des breads épinards, bread marguerite, sapoti, fruits à pain, etc. On commence à trouver. Auparavant, non. Tu avais des oranges d'Israël. Ouais. Non, mais attends, arrête. Bon, j'ai failli dire un gros mot. Des oranges d'Afrique du Sud aussi. Exactement. Il y a une chose, on vient déjà de dépasser le temps qui nous a parti. Eric Ismaël, je vais poser la dernière question. Qu'est-ce que le Réunionnais doit faire pour se retrouver déjà? C'est au moins se dire... Je suis un Réunionnais de France, mais je suis un Réunionnais. Je suis un Réunionnais qui a ces traditions-là, de ses parents, de ses grands-parents, et soit je dois en être fier, soit j'en suis fier. La meilleure des choses, pour moi, c'est le rond de causer. D'accord. À partir du moment où déjà tu te rends compte que tu n'es pas seul, parce qu'en fait, quand tu vas à Paris, tu es seul.
Et c'est là que tu commences à sentir cette différence de culture par rapport aux autres. Quand tu prends conscience de ça et que tu rencontres des gens que tu connais pas lors d'un rond de causée de la conférence d'Émile, et que dans l'échange, on se rend compte qu'on a une même vision des choses, on n'est pas obligatoirement toujours d'accord, mais on échange et on discute, là, on a déjà fait un premier pas vers la résilience. Alors, on reviendra là-dessus dans une autre émission. On essaiera d'aborder l'aspect de la résilience, justement, dans l'histoire de la Réunion et voir qu'est-ce qui peut être mis en place. Merci Eric Ismaël pour cet échange. En tout cas, ça nous a déjà apporté un certain nombre d'éléments. Après Paul Mazaka, on aura l'occasion de revenir là-dessus avec vous deux, en tout cas. Ça sera l'occasion d'avancer un petit peu sur le projet d'un peuple de la conférence d'Émile. On va marquer une pause, on va regarder une dame expliquer comment on fait des pâtes à choux. C'est chou. À tout à l'heure. Quand tu passeras par notre île, pour toi ce sera plus facile. Il n'y a pas de cheminée, tous les jours ici c'est l'été. Si tu ôtes ton capuchon, garde ta robe vermillon, car pour te cacher des enfants, tu auras tous nos flamboyants. Je vais vous montrer la recette de la pâte à choux. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses avec la pâte à choux. Vous savez un peu. Vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on peut faire avec le chou? Entre autres, on peut faire autre chose encore. Des éclairs. Des éclairs. Des gougères aussi en salé. Il y a juste à rajouter des chouquettes. Oui. Ah ouais, c'est comme ça les chouquettes. Oui, c'est la pâte à choux, les chouquettes. On met juste des perles en sucre dessus et puis voilà. Oui, on va faire des chouquettes en plus. Et ben, on va faire des chouquettes. C'est la pâte à choux, mais nous on va faire des chouquettes. Voilà. Après, vous allez faire aussi Des religieuses aussi, des religieuses aussi. salées. Après on peut faire salé aussi. Pour la pâte à choux, vous allez avoir besoin de 100 g de beurre, 200 g de farine et un quart d'eau. Et une pincée de sel, l'incontournable pincée de sel. D'accord? Alors, une casserole que vous allez mettre sur le feu. C'est prêt. Les œufs, c'est après. Et vous mettez de l'eau dedans. Ensuite, les 100 g de beurre. Et la pincée de sel. Vous mélangez le tout, le beurre et l'eau. Vous pouvez vous approcher hein, si vous voulez regarder. Consistance approchée. Voilà, approchez-vous, n'ayez pas peur. Hein. Vous mélangez, le beurre va fondre. D'accord? Original. Voilà. Quand le beurre est bien fondu, vous sortez la casserole du feu et vous incorporez les 200 g de farine. Et vous mélangez bien. Regardez. Voilà. Je montre un peu à tout le monde. Voilà. Et vous remettez sur le feu. C'est là qu'on va cuire la pâte. Voilà. Et là, vous tournez. Et la question que tout le monde me pose souvent, c'est à quel moment on sait. Ben, vous allez voir, à un moment donné, la pâte, elle va se décoller des parois de la casserole. Et bien alors là, ce sera le moment d'enlever... Vous savez, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est en train de durcir. Oui. Vous devez le sentir à mon bras. Là. Voilà. C'est ça. Voilà. Vous voyez, elle commence à se décoller de la casserole. Muscle un peu le bras en même temps. Oui.
là, l'étape importante, elle est là. Ah, bah, bien fait des choses. Voilà. Vous avez vu? Non. Non, j'ai pris le plus petit. Voilà. Voilà. J'ai pris un petit feu, comme ça au moins. Approchez, mesdames. Voilà. Regardez. Vous avez vu la différence avec tout à l'heure? Ça colle plus là. Ça colle plus, voilà, regardez. Elle se détache. Et là, vous prenez un bol. Vous versez dans le bol. Et c'est là Comment? qu'on va... Moi, mon astuce, je laisse un petit... Je mélange comme ça avant. Comme ça, au moins, ça... Pour dégazer, puis surtout pour refroidir. Parce que c'est très, très chaud. Voilà. Donc... Voilà. Moi, dans toutes mes pâtisseries, c'est la vanille. Alors, pour cette recette, il vous faut 5 œufs. D'accord? Qu'on va rajouter au fur et à mesure. D'accord? Et à chaque fois, on mélange. Ah, c'est la pâte à choux, ça fait beaucoup travailler les bras. Voilà, vous allez voir au début, ne vous inquiétez pas, ne vous affolez pas si la pâte elle est comme ça au début. Hein. Oui. C'est tout à fait normal. Mais vous allez voir au fur et à mesure, vous allez rajouter les œufs, ça va changer. Le deuxième. Le troisième. Non, mon fouet marche pas. Bon, après, vous pouvez le faire au robot, hein. Mais moi, je préfère Manuel. le faire à la main. Artisanat. Voilà, c'est comme ça, quand j'ai passé mon CAP, j'ai appris à la main. Donc, du coup, Mais le mieux, c'est pas trop gros. Hein. c'est... Et pourtant, tous les jours, je pâtisse. Tous les jours. Voilà, vous avez vu, regardez. Ça commence à prendre forme. Même quand elle a envie. Et les 5 œufs, c'est ça qui donne l'effet aérien parce que ça fait beaucoup, je trouve. Mais c'est ça quoi. En fait, la pâte à choux, c'est une pâte, quand on regarde les ingrédients, qui revient pas trop cher. Parce qu'après, on peut faire beaucoup de choses avec cette pâte. Positif, il faut pouvoir le faire. Mais oui, et le dernier, Non, je dis ça parce que j'ai essayé plusieurs fois. Ah bon? Ah, voilà. et voilà. C'est fini. C'est pas compliqué. Hein. Vous mettez après la pâte dans la poche à douille. Une poche avec, on appelle ça les douilles. Voilà. Vous mettez du papier sulfurisé sur votre plaque de four. Vous formez vos petits choux, chouquettes. Et ensuite, vous mettez le sucre, les perles de sucre, et au four pendant 25 minutes à 180 degrés dans un premier temps. Et ensuite, quand les 25 minutes sont passées, on baisse le four à 150 pendant 10 minutes. Pendant 5 à 10 minutes. Voilà. Mais on n'ouvre pas le four là. Surtout, n'ouvrez pas le four. Surtout quand vous faites des choux. Parce que vos choux, ils vont retomber. Voilà. Ça vous a plu? J'espère que ce week-end à la maison, vous allez en faire des gâteaux. Quand tu passeras par notre île, pour toi ce sera plus facile. Il n'y a pas de cheminée, tous les jours ici c'est l'été. Si tu ôtes ton capuchon, garde ta robe vermillon, car pour te cacher des enfants, tu auras tous nos flamboyants.